La famille, que la paix soit sur vous. Je vais vous prendre quelques minutes importantes, d'accord, pour parler d'un certain nombre de sujets en ce qui concerne le Mali, la situation politique internationale sur le continent africain, qui nécessite d'être plus que jamais explicitée, d'accord, et surtout, parce que c'est ça le plus important en réalité, parler aussi de la mobilisation internationale qui arrive le 22 janvier. Alors comme vous le savez, je vous laisse vous connecter un petit peu. Je vous ai pris par surprise pour ce direct, mais l'actualité ne prévient pas. Et donc parfois, il est important d'agir directement à l'instinct. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ancien président, l'un des meilleurs amis de l'Occident et de François Hollande, l'un des meilleurs amis des autorités françaises, Ibrahim Boubacar Keïta, est mort. En Afrique, la tradition veut que quels que soient vos désaccords politiques, vos désaccords idéologiques, vos désaccords avec un individu, vous soyez toujours dans la démarche de lui dire paix à son âme lorsque celui-ci décède. Il y a toujours une période de trêve, une période de recul quand un individu meurt, quelle que soit votre opposition profonde avec ce dernier. Je n'ai pas besoin de rappeler que Ibeka a été quelqu'un qui m'a persécuté, qui a persécuté notre combat et qui a persécuté les voix souverainistes africaines, comme les Choguel Maïga, tout comme camarade, mon petit frère, mes petits frères, mon petit frère notamment Adama Ben Diarra, connu sous le nom de Ben le Cerveau, et autres, etc., etc. Tous ceux qui se sont levés pour lutter contre la France-Afrique ont été réprimés sous le régime d'Ibeka. Néanmoins, paix à l'âme d'Ibeka. Il faut savoir transcender ces désaccords et souhaiter que le défunt connaisse une vie meilleure dans l'au-delà. C'est Dieu seul qui juge. Et donc mes condoléances à sa famille, même si celle-ci est jonchée, remplie de personnes qui sont des adversaires politiques et qui voudraient que notre fin. C'est important de le rappeler. Paix à l'âme de ce dernier. Ibeka était le symbole d'une classe africaine intellectuellement, normalement brillante, mais qui a été dans une dynamique de s'orienter vers la convergence des intérêts vis-à-vis de la puissance coloniale française. Et je pense sincèrement qu'il était sincère dans l'action politique qu'il faisait et qu'il avait sincèrement tort. Une grande partie de la classe politique africaine a cru qu'il n'y avait pas d'autre avenir que d'agir aux côtés du colon. Ibeka, sur ce terrain, ne faisait pas exception. Ce drame-là, on peut le retrouver au Sénégal, avec Macky Sall, on peut le retrouver avec bon nombre de dirigeants en Afrique francophone, d'accord, qui pensent sincèrement qu'en dehors de la France, il n'y aurait que souffrance pour nos populations. Et c'est en cela que la mobilisation qui a eu lieu ce vendredi à Bamako, mais aussi partout à l'intérieur du Mali, est une phase historique, qui est la continuité d'autres mobilisations qu'il y a eu depuis les années au Mali, mais c'est une phase historique. Parce que celle-ci a montré que la population, que le prolétariat malien et in extenso le prolétariat africain était dans une démarche de montrer au monde que désormais il comprenait les mécanismes de prédation qu'on lui infligeait pour essayer de nous mettre encore plus à genoux que nous l'étions déjà, d'accord, et faire en sorte que nos ressources reviennent à la puissance coloniale. En agissant de la sorte, suite à l'appel des autorités, mais c'est important aussi de le préciser, à l'appel d'une plateforme qui n'a pas été suffisamment citée ces derniers jours, ces dernières heures, en l'occurrence la plateforme Yerewolo, dont l'un des cadres les plus héroïques et charismatiques est mon petit frère Adama Ben Diarra, Ben le Cerveau, que je vous demande de soutenir profondément, car c'est un futur grand espoir de notre continent. Parallèlement à celui-ci, il y a aussi un autre géant, il y en a plusieurs dans ce mouvement, Bassaro Silla, le président de l'ONG Agence panafricaniste, est l'un des cofondateurs de la plateforme Yerewolo, tout comme ma sœur, le diamant La Résistance, Amina Fofana, qui mène un travail honorable plus que jamais. Et tous ceux que je ne peux pas citer, ils ont mené un travail de fond pour mobiliser la population. Et sans cela, le pays n'aurait pas été rempli dans les rues de ces mobilisations, de ces actions pour contester l'arrogance occidentale, l'arrogance française, qui estime que lorsqu'elle claque des doigts, l'Africain doit japper comme un putois et doit suivre les désirs de la France et de l'Occident. En agissant de la sorte, la symbolique entre de cette mobilisation contre les sanctions infligées
par la CEDEAO au détriment de la population malienne, cette symbolique nous renvoie à la réalité du ras-le-bol le plus profond, le plus total, qui existe à l'intérieur d'une grande partie de la population africaine vis-à-vis de nos élites les plus corrompues, vis-à-vis de nos élites les plus putréfiées, qui ont décidé de tourner le dos à la souveraineté populaire africaine. La plupart de nos dirigeants, la plupart de nos élites africaines, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient intellectuelles, ont trahi les intérêts de nos populations. Et aujourd'hui, lorsque l'on parle de la CEDEAO, on ne parle pas simplement d'une institution. On parle d'un conglomérat de dirigeants déconnectés des réalités des populations africaines, qui ne connaissent même pas le salaire moyen de nos populations, qui ne connaissent même pas les douleurs, les souffrances, les épreuves de nos populations, qui ne savent pas ce à quoi nos populations sont confrontées au quotidien, parce que leur réalité est une réalité complètement occidentalisée. C'est de cette réalité dont on doit être capable de parler. Et lorsque donc le Mali, la rue, le prolétariat se mobilisent pour contester les sanctions de la CEDEAO et par extension de l'Occident, parce que sur ce terrain-là, la CEDEAO n'a été que le perroquet, que le reflet de ce que l'Occident voulait pour nous mettre à genoux. N'oublions pas les révélations du Premier ministre, honorable Premier ministre, un grand monsieur, Choguel Maïga, lorsqu'il rappelle que les militaires de Barkhane, les patrons de Barkhane, ont dit que nous étions partis 100 ans du Mali et que nous allons revenir désormais pour 100 ans. La France est venue pour recoloniser cet espace parce qu'ils savent que les ressources qui sont là peuvent permettre à la France de maintenir son rang de puissance mondiale. Parce que sans l'Afrique, la France ne serait pas plus puissante que la Roumanie, que des pays de ce style. C'est de cela dont il s'agit. Il faut qu'on soit capable de le rappeler. En agissant de cette façon, dans cette dichotomie entre le prolétariat le plus profond et l'hyperclasse africaine la plus corrompue, il y a des signes avant-coureurs de cette révolution qui vient, de cette insurrection qui vient, de cet orage africain dont parlait mon aîné Sylvestre Amossou, et que nous préparons depuis des années, que nous travaillons depuis un certain temps sur le terrain pour que les consciences puissent s'élever et pour que nous puissions aller plus que jamais vers la voie de l'authentique et de la définitive souveraineté. Tous les prétextes qui ont été donnés pour justifier que le Mali, que les dirigeants maliens, oui, ne respectent pas le calendrier électoral, pourquoi l'Occident insiste autant? Parce qu'ils savent que ce jeu-là est un jeu truqué et qu'ils vont tout faire pour imposer, avec leur commission électorale, etc., un certain nombre de fraudes pour que leur candidat, qui servira les intérêts de l'oligarchie occidentale et par extension du sous-traitant local dans cette zone, puisqu'ils agissent par précaré colonial, la France, ils savent qu'à travers cette situation d'élection, ils pourront imposer leur candidat. Et c'est pour ça qu'ils insistent de cette façon. Mais la rue malienne a montré au monde qu'elle a compris ce qui se passe, qu'elle a compris que soutenir Assimi Goïta, c'était soutenir la souveraineté du Mali. Et montrer au monde que la souveraineté africaine était plus que jamais sur le retour. Oui, c'est de ça dont il s'agit. Et tant qu'on ne comprendra pas cela, on ne comprendra pas les choses dans leur profondeur, dans leur intégrité, dans leur intégralité et dans leur intensité la plus totale. Et c'est en ce sens-là que je dis à chacun de nos frères et sœurs qui sont installés un peu partout en Afrique francophone, mais aussi en Occident. Je sais qu'en Afrique francophone, les mobilisations dans les pays où les dirigeants sont opposés au Mali, les mobilisations sont difficiles, qui vont tout faire pour réprimer. Nous connaissons la chanson, combien de mobilisations, de manifestations ont été interdites. Nous le savons. Nous le savons. Nous le savons. Mais vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas, nous contenter d'applaudir la population malienne uniquement sur les réseaux sociaux, uniquement sur Internet. Il faut que, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre classe sociale, quelle que soit votre religion, le samedi 22 janvier, que vous puissiez vous mobiliser devant les ambassades maliennes de vos pays, d'accord, pour ceux qui en auront le courage, l'intensité, ou des pays où vous voudrez, parce que l'Afrique est un seul pays en réalité, donc vous pouvez vous déplacer où vous voulez. Mais montrer au monde qu'aujourd'hui, l'Afrique dans sa globalité est malienne. Montrer au monde qu'aujourd'hui, l'état d'esprit malien est un état d'esprit qui nous bouleverse tous et qui nous pousse tous au déplacement. L'Algérie était la Mecque des révolutionnaires dans les années 60. Elle en a toujours des restes d'ailleurs sur un certain nombre de points. Aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, le Mali est la Mecque de la révolution panafricaniste. Et nous avons tous la responsabilité de soutenir ce pays.
Et quand je dis le Mali, je peux aussi parler de la Guinée, qui est en train de mener un travail extraordinaire, qui fait moins de bruit, mais un travail extraordinaire. Beaucoup doutaient du colonel Doumbouya au départ, mais ils sont en train de comprendre ce que nous disions à la suite de notre rencontre avec ce dernier, que de Guinée sortira un certain nombre de choses positives, sortiront, excusez-moi, beaucoup de choses positives pour le peuple africain, de la diaspora et du continent dans sa globalité. Peuple africain, je vous aime, à en crever. Et c'est pour ça que je serai en mouvement dans les jours à venir, plus que jamais, avec mon staff de l'ONG Agence panafricaniste, d'accord, pour apporter notre soutien aux deux États que nous avons cités. Parce qu'il y a tellement de dirigeants, tous les dirigeants de la CEDEAO ont baissé leurs pantalons. Le président du Bénin a baissé son pantalon. Le président du Mali, pas du Mali, excusez-moi, le président du Togo, n'en parlons même pas, je ne sais pas s'il avait déjà eu un pantalon. La plupart des dirigeants, le dirigeant du Ghana, que vous avez tous, parce qu'on a tous été hypés par ces discours, comment dirais-je, face à Macron, etc. Nana Akufo-Addo n'oubliez jamais que son père, même si on ne juge pas quelqu'un par son père, évidemment, mais son père était l'un des pires adversaires politiques de Kwame Nkrumah. Important de le rappeler. Et Nana Akufo-Addo a une politique ultra néolibérale sur le continent africain, surtout au Ghana, à l'intérieur du Ghana. Important aussi de le rappeler. Ne soyez donc pas surpris qu'ils suivent les intérêts d'une élite occidentale sur certains points qui n'est pas en adéquation évidemment avec nos réalités. Mobilisons-nous le 22 janvier. Ceux qui le peuvent, à Paris, à Bruxelles, ceux qui le peuvent au Niger, ceux qui le peuvent au Burkina Faso. On a entendu notre frère Bayala, d'accord, porte-parole de la Coupe ABF, appeler à la mobilisation. Au Niger, Omar Abdourahman, c'est l'occasion de se mobiliser. Tous ceux qui le peuvent, montrons notre responsabilité. Montrons notre responsabilité. L'Afrique tient sur nos épaules. Regardez l'audience que nous avons aujourd'hui. Le peuple n'écoute plus les politiciens corrompus. Elle écoute les leaders citoyens, même si je n'aime pas ce terme leader, clairement, ou les voix citoyennes, et elle écoute les militaires patriotes. C'est l'Afrique de demain. Une Afrique qui va développer sa propre démocratie, qui va développer son propre schéma civilisationnel, qui ne sera pas coopté par qui que ce soit, si ce n'est par elle-même. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ils finiront par comprendre. 22 janvier, devant les ambassades du Mali dans vos pays, montrons au monde que ce problème n'est pas qu'un problème malien, mais un problème africain. C'est de ça dont il s'agit. Et quant à tous les autres présidents africains, je sais que je n'ai jamais été autant surveillé qu'en ce moment, je le sens d'ailleurs. C'est une petite confidence que je vous donne. Je n'ai jamais été autant surveillé. D'accord? Mais c'est normal. Je sais que j'ai tous les présidents africains sur le dos, en tout cas de la CEDEAO et d'Afrique francophone, sans compter, évidemment, les services français et autres qui n'aiment pas trop quand un Africain se rebelle contre le néocolonialisme. 22 janvier, devant les ambassades du Mali. Et toute action, quelles que soient les divergences idéologiques qu'il peut y avoir entre certains Africains ou autres, peu importe, toute action qui va dans le sens de l'élévation de la population ce jour-là sera une action qui ira dans le sens, plus que jamais,